Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV78. 26 minutes d'édition préparée par la rédaction pour revenir sur l'ensemble de l'actualité locale et régionale. Tout de suite, les titres de ce mardi 27 février. Le salon de l'agriculture se poursuit jusqu'à dimanche à la porte de Versailles à Paris. Cette année encore, l'Île-de-France est présente pour promouvoir la production locale. Le stand a été inauguré hier, entretien à suivre. Dans ce journal également, suite de notre dossier de la semaine consacré aux producteurs des Yvelines. Comme chaque mardi, le portrait de la rédaction à 26 ans, c'est l'un des plus jeunes dompteurs d'Europe. Mickaël Douchet se produit actuellement à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Il assure les spectacles de fauves du cirque Nicolas Zavata en représentation sur le territoire jusqu'à demain mercredi. Enfin, c'est un corps de ballet unique au monde créé par Bartabas en 2003. L'Académie équestre nationale du domaine de Versailles est repartie pour son programme annuel. Un spectacle mêlant dressage, chant, danse, escrime et l'art japonais du kyudo. Avant de développer ces titres, des températures polaires venues de l'Est. La France a connu aujourd'hui la journée la plus froide de la semaine. Quelques flocons sont même tombés. 69 départements, dont les Yvelines, ont activé leur plan grand froid. En pratique, il permet l'ouverture de places supplémentaires en hébergement pour les sans-abri. En Ile-de-France, 1000 nouvelles places ont été ainsi ouvertes depuis jeudi. Les équipes du SAMU social sont renforcées. Les associations mobilisées, comme ce collectif de jeunes Saint-Quentinois que nous avons reçu hier. La marche à suivre mène des maraudes à Paris, et ce tous les week-ends. Et une question que beaucoup se posent, comment la météo va-t-elle évoluer? Le redout est-il pour bientôt? Mickaël Elmidoro, Nicolas Kirillovitz et Quentin Lefrère sont allés glaner quelques prévisions du côté du centre Météo France à Trappes. Température glaciale, neige, le port du bonnet sera-t-il obligatoire dans les prochains jours? Nous allons poser toutes ces questions au centre météorologique qui est ici à Trappes. À mes côtés, Emmanuel Vert, prévisionniste ici au Centre Météo France. Emmanuel, est-ce que ça va perdurer cette vague de froid? Alors, encore jusqu'à demain, on attend des températures relativement basses, même très basses, qui descendront dans la nuit prochaine de nouveau vers -6 à -9 degrés. Et avec le vent, ça fera une sensation encore plus froide et des températures ressenties de l'ordre de -10 à -12, -13, voire -14 degrés, suivant l'intensité du vent. Ensuite, on attend un radoucissement progressif au cours de la journée de jeudi et surtout à partir de vendredi et le week-end prochain. Est-ce que c'est un phénomène exceptionnel qu'on vit en ce moment? Pour l'hiver, non, c'est pas exceptionnel, mais c'est vrai que ça arrive pas tous les ans, ce genre de période de froid aussi intense. Là, c'est vrai que depuis plusieurs jours, on a des températures qui sont très inférieures au normal de saison, surtout depuis lundi. Et on a atteint un minimum dans la nuit dernière avec des températures qui étaient déjà proches de -6 à -8 degrés un peu partout sur le département. Et ça devrait se reproduire dans la nuit prochaine. C'est un phénomène qui se voit une fois tous les 10 ans, on peut le dire. La dernière fois, c'était en mars 2005. Alors effectivement, en mars 2005, on avait eu une période de froid entre guillemets un peu tardive et intense. Là, ça se produit fin février. Et tous les 10 ans, c'est pas forcément régulier, mais ça se reproduit régulièrement. Comment on fait pour prévenir ce type de rendez-vous avec le froid? Alors, pour prévenir ou pour prévoir? Pour prévoir. Donc, pour prévoir ce genre d'événements, on a des modèles de prévision numérique qui nous donnent l'évolution du temps pour les 10 jours qui viennent. Voir un peu plus loin si on veut, mais plus on essaie de voir loin dans le temps et moins les prévisions sont précises. Et il y a également un épisode neigeux qui s'annonce jeudi. Alors, effectivement, on a un épisode neigeux qui devrait mettre un terme à cette vague de froid et qui est attendu à partir de la nuit de mercredi à jeudi. Et jeudi dans la matinée, où en cours de cette matinée, la neige devrait être progressivement remplacée par de la pluie verglaçante dans un premier temps, et puis a priori à partir de la mi-journée et dans l'après-midi, on devrait avoir de la pluie seule qui ne verglace plus et donc ne provoque plus de phénomène glissant. La neige va-t-elle tenir sur les routes? La neige va tenir dans la nuit de mercredi à jeudi, puisque les températures seront encore très froides et les sols seront gelés. Jeudi matin, on aura encore certainement une tenue au sol, puisque
les températures resteront négatives. Et ce qui sera surveillé, surtout jeudi matin, ce sera le passage en pluie verglaçante qui, là, pourront donner des sols très glissants. Est-ce qu'on pourra enlever le bonnet et les gants pour ce week-end ? Alors pour ce week-end, oui, normalement, on ne devrait plus avoir de gelée et des températures positives du matin jusqu'au soir. Donc à partir de la semaine prochaine, on peut dire que c'est bon. Alors même à partir de vendredi et plutôt samedi, on va retrouver des températures de saison qui évolueront en gros entre 2 et 10 degrés. Et du coup, mois de mars, alors c'est début parti du mois pour de le mars, printemps. ça sera début de mois de mars dans les normes de saison au niveau des températures. Merci Emmanuel Vert. Plus d'informations sur le site météofrance.com. Le froid devrait persister encore pendant 2 jours. Voilà pour les prévisions. Quelques conseils aussi à adopter face au grand froid. Habillez-vous chaudement, idéalement en 3 couches de vêtements avec une couche extérieure imperméable. Couvrez-vous la tête, le nez et les mains. De retour à l'intérieur, alimentez-vous convenablement et prenez une boisson chaude. Ne surchauffez pas votre logement et surtout ne bouchez pas les entrées d'air de votre habitation. Pensez enfin à l'aérer quelques minutes chaque jour et même avec ce froid. Et si vous voyez une personne en difficulté dans la rue, contactez le SAMU social en composant le 115. Dans l'actualité également, le salon d'agriculture continue porte de Versailles à Paris. Vous le verrez tout à l'heure, un stand Île-de-France est présent sur l'événement. Et toute cette semaine, justement, le dossier de la rédaction est consacré à l'agriculture du département. Suite ce soir avec 2 gourmands, 2 producteurs de biscuits yvelinois. Ils fabriquent des gâteaux, des pains d'épices ou encore du miel, des denrées vendues dans les supermarchés, mais aussi directement à la ferme. Découverte avec Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Kirillovitz. Du biscuit et du miel made in Yvelines dans un rayon de supermarché ou la rencontre de la grande distribution et du local avec un équilibre gagnant-gagnant à trouver entre la direction du magasin et le producteur. C'est lui qui est venu nous voir. Alors après, très souvent, nous on fait des recherches, on va visiter un peu les artisans du coin. Là, c'est lui qui est venu nous voir avec ses biscuits qu'on a goûté, qu'on a adoré. Le but, c'est de bâtir un tarif ensemble. Donc on réfléchit, le juge de paie c'est le client, toujours. Donc le bon prix c'est le prix que le client est prêt à payer pour une qualité. Une production locale dont les secrets sont gardés dans cette ferme à Crépierre par les 2 gourmands. Biscuits, miel et pain d'épices sont d'abord vendus dans cette boutique. Les relations avec la grande distribution se sont-elles construites dans un second temps ? Je pense que pour travailler avec les enseignes avec lesquelles on travaille, il fallait être prêt, c'est-à-dire être capable de répondre à une demande un peu plus importante. Maintenant, il faut quand même savoir que la grande distribution peut travailler en direct avec des petits producteurs comme nous, ce qui rend finalement la chose plus facile. Installés depuis 5 ans, Guillaume Caffin et Louis Bataille ont commencé leur activité avec la fabrication de biscuits à partir de matières premières locales, valeur essentielle des 2 gourmands. Le point de départ, c'est vraiment la région, ses terroirs, et d'apporter un peu plus ce qui manque dans l'agroalimentaire selon nous, de transparence, de proximité et de vrai. La fabrication du miel est née de la rencontre entre les 2 entrepreneurs et l'apiculteur Antoine Edouin il y a 3 ans. Ils sont aujourd'hui associés. Le miel est récolté au printemps et en été. Il est ensuite travaillé lors de l'hiver. Ici, on a la garantie de proposer aux consommateurs un miel qui est uniquement retravaillé à froid et qui donc va garder l'entièreté de ses propriétés telles que celles que vous avez dans les ruches. J'ai eu cette volonté de me rapprocher du consommateur, de pouvoir expliquer, comme je le fais aujourd'hui, la particularité de mes produits, ma façon de travailler, le fait qu'on puisse produire des produits de qualité en Île-de-France. Aux portes de Paris, on peut avoir des miels bruts qui sont véritablement le symbole de nos terroirs. Du gâtinais, de fleurs ou de forêt, différents types de produits qui rendent mielleuse la boutique des 2 gourmands. La suite de notre fil rouge demain, mercredi, avec un sujet sur l'agriculture yvelinoise connectée. Près de 570 000 hectares de terres cultivées, 4 000 exploitations. L'Île-de-France, certes urbaine dans sa proche banlieue, est aussi une région agricole aux multiples productions. Un exemple, dans la région, on cultive le blé de la Beauce, véritable grenier de l'Hexagone. La filière céréalière francilienne emploie 43 000 personnes. Un terroir et des exploitants qui sont mis en avant cette année encore au Salon de l'Agriculture sur le stand du Servia Paris Île-de-France. C'est le centre régional de valorisation et d'innovation agricole et alimentaire.
Lambert. L'espace a été inauguré hier lundi en présence de la présidente de la région Valérie Pécresse. Camille Lambert et Nicolas Dandry l'ont rencontré. Nous sommes ici au Salon de l'Agriculture et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, vient d'inaugurer le stand Île-de-France. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà un mot sur le Cervia, je suppose que c'est un outil important pour la région Île-de-France par rapport à sa politique agricole. Bien sûr, c'est un outil crucial parce que ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'il y ait plus d'identité et plus de proximité. C'est-à-dire que les Franciliens veulent manger local et ils savent que les productions qui sont faites tout près de chez eux, à leur porte, eh bien, sont de bonne qualité, sont meilleures et qu'en plus elles ont un bilan carbone très favorable. Donc nous avons besoin de leur donner à voir tout ce qui est produit dans notre région. C'est pour ça que nous créons aujourd'hui le label des agneaux des bergers d'Île-de-France, parce que l'agneau d'Île-de-France en réalité est connu depuis des siècles, et là c'est une filière qui est en train de revivre, de renaître, et que nous voulions donner à voir particulièrement cette année. Alors l'Île-de-France, c'est 49% de surface agricole, c'est près de 5000 exploitations agricoles. Vous n'avez rien à envier à d'autres régions, la Normandie ou l'Auvergne-Rhône-Alpes? On le sait peu, mais effectivement, on pense Île-de-France, on pense urbain, alors que la moitié du territoire francilien, c'est des terres agricoles et des forêts. Donc on a aujourd'hui en Île-de-France vraiment la possibilité de manger local. Et nous allons travailler cette année sur le produit le plus emblématique de l'Île-de-France, la baguette. La baguette, c'est le blé francilien, c'est les boulangers de Paris. C'est toute une filière que nous allons mettre au service des cantines. Et j'ai pris l'engagement que cette année, dans les lycées d'Île-de-France, tout le pain serait du pain francilien. On va commencer avec le pain, mais on va poursuivre ensuite avec les produits maraîchers. La ceinture maraîchère de l'Île-de-France est en train de renaître. Nous allons continuer avec le lait, puisque nous avons une grande filière autour du brie qui est structurée dans la Seine-et-Marne. Bref, nous allons petit à petit arriver à 100% de produits locaux, dont 50% de bio, à l'horizon 2024. Ouais, c'est l'objectif que vous êtes fixé l'année dernière lors d'une délibération au Conseil régional. Concrètement, comment ça va être mis en place ? Concrètement, on développe des filières. Je vous ai parlé de la filière baguette, la filière pain. On va travailler aussi avec la filière laitière pour produire les yaourts et les fromages qui sont nécessaires pour les cantines. Ensuite, on va travailler sur de la transformation parce que pour les éleveurs, eh bien, nous n'avons pratiquement plus d'abattoirs. Donc il faut travailler sur une filière de transformation, y compris à la ferme, notamment pour les poulets, pour les lapins, pour la petite transformation. Et puis, bien sûr, eh bien, on va travailler sur cette ceinture maraîchère de l'Île-de-France. Vous savez, la fête de la fraise, la fête de la tomate, le chou de Pontoise, l'asperge d'Argenteuil, tous ces produits que nous avons oubliés aujourd'hui, mais qui sont partis de l'identité francilienne. Alors, j'en reviens aux chiffres sur le nombre d'exploitations agricoles. On voit que sur 10 ans, il y a une baisse de 22%. Est-ce qu'on a besoin de rendre plus attractif le métier agricole ? Alors, nous y travaillons. Il faut aider évidemment les jeunes agriculteurs à s'installer parce que être un agriculteur, c'est être un entrepreneur. C'est donc prendre des risques et les risques ils sont importants surtout au démarrage, notamment avec les aléas climatiques, le réchauffement, les inondations qui peuvent porter un coup très très dur à des jeunes entrepreneurs qui s'installent. Donc la région va les aider. Elle va les aider en faisant le portage foncier de leurs terres, c'est-à-dire en leur permettant de n'acquérir leurs terres que progressivement, pas tout de suite, pas au démarrage. Elle va leur donner aussi un chèque conseil pour les tutorer pendant les 2 ou 3 premières années pour leur apporter de l'expertise technique dont ils ont besoin en lien avec les jeunes agriculteurs. Et donc nous allons travailler vraiment pour que les agriculteurs puissent aussi moderniser leurs exploitations, tout ça avec les aides de la région. Concrètement, vous allez payer sur plusieurs années le début de charge par rapport aux terres en fait, agricoles pour les jeunes agriculteurs. C'est exactement ça. Et puis on va aussi leur donner des aides à l'installation qui ont été augmentées parce que c'est vraiment dans la jeunesse que nous avons l'avenir de l'agriculture francilienne. La plupart des jeunes qui s'installent, la majorité des jeunes qui s'installent, ont un projet de diversification. C'est-à-dire que les parents faisaient des grandes cultures, des céréales, des betteraves, du colza. Le jeune agriculteur qui arrive, lui, il a envie de faire du maraîchage. Il a envie de faire du miel, il a envie de faire des produits transformés. Donc en réalité, il change la nature de l'exploitation, plus en direction du consommateur local, et c'est exactement ce qu'attendent les Franciliens.
Valérie Pécresse, merci. Et les visiteurs ont donc jusqu'au dimanche 4 mars pour venir découvrir les producteurs et agriculteurs d'Île-de-France. Entretien réalisé par Camille Lambert et Nicolas Dandry au Salon de l'Agriculture. À 50 ans en Yvelines, une première attrape. Un centre de bien-être oriental a ouvert en face de la mairie au début du mois de février. Ce mardi après-midi, le maire de la commune, Guy Malandin, est venu rencontrer les propriétaires. L'élu a eu le droit à une visite guidée du centre, 220 mètres carrés qui accueille déjà plus de 80 clients par semaine. Le bien-être, un créneau sur lequel la ville compte s'appuyer pour diversifier ses commerces. Propos collectés au micro de Mickaël Elmidoro. Ça n'existait pas à Trappes et donc quand la demande d'installation ici, rue Jaurès, est arrivée, on a donné notre accord. C'est ouvert à tout le monde et je pense que chacun y trouvera son bonheur en venant ici. Se reposer, se faire parfumer, une bonne détente physique et intellectuelle. Le portrait de la semaine est consacré à un homme qui a passé une partie de sa vie avec les fauves. À 26 ans, il reste le plus jeune dompteur d'Europe, l'un des plus jeunes dompteurs d'Europe. Mickaël Douchet consacre sa vie aux animaux depuis 14 ans. Le dresseur est en tournée actuellement sur le cirque Nicolas Zavata. Il se produit à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines jusqu'à demain mercredi. Portrait signé Camille Lambert. Vous avez 3 tigres roux, 3 tigresses en fait roux. Vous avez une tigresse blanche, Kira, et là-bas vous avez une lionne couleur fauve et une lionne blanche, donc Mara et Mafrique. Il les appelle tendrement ses filles. Pour Michael Douchet, ces animaux sont comme des enfants qu'il faut élever et dont il faut prendre soin. Chaque jour, il passe du temps avec eux dans la cage de détente, une aire de jeu et de repos, leur territoire. Michael est le seul à y être toléré, il est considéré comme le mâle dominant. La seule arme d'un dompteur, c'est connaître les fauves, savoir l'accident avant qu'il arrive. Michael connaît chacun de leurs caractères et de leurs aptitudes, un savoir qui lui a permis de préparer son spectacle. C'est comme se dresser sur des pattes arrière, il y en a qui le font naturellement, on les voit faire, on regarde qu'est-ce qu'ils peuvent faire et c'est là où on apprend après à le faire pour le spectacle. Donc il faut vraiment leur faire comprendre, passer du temps avec eux, et il n'y a vraiment qu'avec des récompenses et de la douceur qu'on arrive à faire plein de choses. Né au sein de la famille Douchet du cirque Nicolas Zavata, Michael a baigné depuis l'enfance au plus près des félins avec son grand frère dompteur. Fasciné par ces animaux, il commence ses premiers spectacles à 14 ans. Aujourd'hui, à 26 ans, il fait toujours partie des plus jeunes dompteurs d'Europe. Quelques heures avant le spectacle, les artistes répètent. Raven place, allez go, Raven place, hop, bravo, en place, allez. Mais les femelles sont encore des adolescentes âgées de 1 à 6 ans, parfois un peu turbulentes et pas toujours très à l'aise. Mafrique est encore en phase d'apprentissage. Alors Mafrique, tu veux pas sauter? Oui, du bébé là. Allez, maintenant saute, hop. Parfois avec une petite caresse aussi, ça marche mieux. Une confiance instaurée dès le plus jeune âge. Tous nés en captivité, certains fauves ont été élevés au biberon quand la mère ne voulait pas d'eux. Une éducation basée sur la confiance et un système de récompense en morceaux de viande et en caresses pour ceux qui les aiment, comme Koumaï. Oui mon garçon, c'est bien Koumaï. Oui c'est bien mon garçon. Le spectacle commence bientôt, tout doit être prêt car c'est Michael et ses fauves qui ouvrent le bal. Numéro 10, c'est le fauve. Laissez présenter par Michael Douchet. Ok, Kira debout et marche. Hop, 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 Le reste de la représentation se poursuit et se termine avec Koumaï. Michael continue le spectacle car c'est lui qui s'occupe de toute la ménagerie du cirque, une passion et un métier souvent mal vus. C'est vraiment une vie au quotidien. On vit avec eux comme on vit avec nos enfants, donc on les aime, on fait tout pour qu'ils soient le mieux possible. C'est vrai, j'écoute parfois dire des choses, il serait mieux dans la nature, il serait mieux, on peut dire plein de choses. Ici, nous, on fait le mieux possible pour qu'ils soient bien, on leur donne à manger tant qu'ils en veulent. Tout le monde peut venir voir justement où sont nos animaux et comment on s'en occupe. Privilégier le dialogue et le partage pour désamorcer les tensions, le cirque traditionnel avec des animaux inventés il y a 250 ans reste toujours un spectacle très demandé. Un art à part entière, interdit dans des pays comme le Danemark ou le Mexique, un métier qu'il transmettra aux générations suivantes si la législation française le permet. Après un repos bien mérité, l'Académie équestre de Versailles a rouvert ses portes. Les écuyers et leurs montures ont repris le chemin du manège pour leur spectacle répertoire. La voix de l'écuyer, il mêle la discipline du dressage, le chant, la danse, l'escrime et l'art japonais du kyudo. Mélanie Poquet et Nicolas Dandry. L'écuyer a retrouvé sa voix envoûtante.
L'Académie équestre de Versailles a repris. Le spectacle imaginé par Bart Abbas en 2003 ne cesse d'évoluer. En 2011, nous avons travaillé avec Caroline Carlson pour le spectacle We Were Horses, où du coup nous sommes quasiment tous devenus danseurs. Nous montons en reine à la ceinture et nous avons du coup les mains libres. Donc depuis cette création, nous avons intégré ce tableau. Le dressage traditionnel se mêle à des disciplines diverses. Au fil des années, les écuyers deviennent ainsi escrimeurs ou encore chanteurs. La voix de l'écuyer, c'est une mise en scène d'une relation fusionnelle avec les chevaux. Travailler dans le spectacle équestre, ça implique un investissement quasi total, dans le sens où chaque journée qu'on passe, on doit consacrer vraiment beaucoup d'écoute et aussi beaucoup d'amour et beaucoup d'attention au cheval qui est notre outil de travail et qui est notre compagnon aussi. Une relation cavalier-monture à découvrir jusque dans les coulisses de l'Académie. Une visite avec un conférencier. 83 dates sont prévues pour l'année 2018. Du sport, foot US, le week-end dernier dans le froid, les Templiers d'Élancourt ont obtenu leur première victoire de la saison en 2e division. C'était une victoire face aux Pionniers de Touraine, les Yvelinois qui ont pu profiter de leur nouvelle recrue américaine, Kiss Reynolds, alignée dès l'entame de la rencontre. Retour sur le match, Mickaël Elmidoro et Nicolas Dandry. Du sérieux et de la détermination. Deux ingrédients qui ont permis aux Templiers d'Élancourt de tenir leur rang contre les Pionniers de Touraine lors de la 4e journée du championnat de 2e division. Score final 21-6, première victoire de la saison à domicile. On a un gros jeu au sol, c'est ça qui nous a permis de tenir le match, entre guillemets. On prend pas beaucoup de yards en défense, donc on est pas mal là-dessus. Il faut qu'on s'améliore un petit peu sur le jeu à la passe et puis qu'on soit plus efficace, quoi. Mais sinon ça va, c'était bien, on est là. Tout ce qu'ils ont fait, on l'avait vu à la vidéo sur leurs 2 premiers matchs, il n'y a rien qui nous a vraiment surpris. À la fin du match, ils n'avaient plus vraiment de réponse face à notre attaque, donc ils mettaient beaucoup de pression. On a réussi à créer 2-3 brèches pour se faufiler dedans et ça a bien marché pour nous. Seul bémol de ce match, référence ce touchdown encaissé en fin de match par les Templiers d'Élancourt sous une température glaciale. Une séquence de jeu qui a eu tendance à agacer le staff de l'équipe. Quand le match se passe bien, on a tendance à se relâcher et c'est vrai que si on met pas la gueulante sur la touche, on a vite fait de se disperser et c'est vrai qu'il faut que les gars se rappellent que même si on est devant, c'est important et il faut exécuter jusqu'au coup de sifflet parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On a vécu trop de matchs catastrophes qui sont retournés en 2 minutes et on se retrouve le bec dans l'eau à la fin du match, donc faudrait pas que ça se reproduise. Au classement, les Templiers, toujours invaincus, restent 2e de la poule 2 et sont toujours en course pour les playoffs de fin de saison. Prochain match le samedi 4 mars sur le terrain des Corsaires d'Evry. Avant de se quitter, rappel de quelques conseils à adopter face au grand froid qui sévit actuellement dans les Yvelines. Habillez-vous chaudement, idéalement 3 couches de vêtements avec une couche extérieure imperméable. Couvrez-vous la tête, le nez et les mains. De retour à l'intérieur, alimentez-vous convenablement et prenez une boisson chaude. Ne surchauffez pas votre logement et surtout ne bouchez pas les entrées d'air de votre habitation. Pensez enfin à l'aérer quelques minutes chaque jour et ce, même avec ce froid. Et si vous voyez une personne en difficulté dans la rue, contactez le SAMU social au 115. Les équipes du 115 d'ailleurs qui sont renforcées avec le plan Grand Froid qui reste activé en Ile-de-France et dans les Yvelines. Les associations mobilisées sont également mobilisées comme ce jeune collectif de Saint-Quentinois que nous avons reçu hier. La marche à suivre qui mène des maraudes à Paris. L'entretien comme l'ensemble de ce journal et ses reportages est à retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV78. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite une très belle soirée sur TV78.